Bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Nancy pour cette exposition historique consacrée à la dynastie des Adam. C'est une exposition qui s'inscrit dans le cadre de toute une saison consacrée à la sculpture lorraine du XVIIIe siècle qui est à l'honneur cette année avec l'exposition du Musée des Beaux-Arts et une autre exposition au Château de Lunéville. Ces deux expositions ont été reconnues d'intérêt national par le ministère de la Culture et sont organisées avec la participation exceptionnelle du musée du Louvre. Et l'exposition que vous découvrez à Nancy est la première rétrospective consacrée à celle qui fut la plus grande famille de sculpteurs français du XVIIIe siècle. L'origine de cette exposition, c'est la très riche collection de sculptures du Palais des Ducs de Lorraine, Musée Lorrain, qui organise cette exposition au Musée des Beaux-Arts, qui a la collection la plus représentative de toute la sculpture lorraine, quelles que soient les périodes. Et nous avons notamment une collection de terre cuite représentative de toute la famille Adam et qui était très largement attribuée à Jacob Sigisbert Adam, le patriarche de la famille. Et nous avons donc repris les attributions sur ce fond assez méconnu et c'est à partir de cette étude qu'est né ce beau projet d'exposition rendant hommage plus largement à l'ensemble de la dynastie. L'exposition présente 110 œuvres, parmi lesquelles 100 sculptures, ce qui est vraiment inédit. Et parmi ces œuvres sont présentées pour la première fois des œuvres que le public n'avait jamais vues, qui sont conservées en collection particulière depuis le XVIIIe siècle. Certaines œuvres sont réunies ensemble pour la première fois et d'autres qui sont vraiment des œuvres spectaculaires, comme les 4 bustes qui sont présentés derrière moi et que le public va être extrêmement surpris de découvrir dans cette rétrospective. Nous avons travaillé sur cette exposition avec mon collègue Guilhem Scherf, qui est conservateur général du patrimoine et adjoint à la directrice du département des sculptures du musée du Louvre, qui est co-commissaire de l'exposition avec moi. Le musée du Louvre nous a prêté 12 œuvres, parmi lesquelles certaines n'ont jamais quitté le musée du Louvre, qui sont présentées dans l'exposition, et nous avons pu ensemble retracer la riche histoire de cette famille de sculpteurs incroyables. Alors nous commençons l'histoire de cette saga lorraine qui réunit 3 générations d'artistes par le fondateur Jacob Sigisbert Adam qui a réalisé toute sa carrière en Lorraine. Il est né à Nancy et mort à Nancy. Il commence sa carrière dans un contexte historique très particulier. On sort du XVIIe siècle qui a été marqué par les guerres et notamment la guerre de 30 ans où la Lorraine a été occupée militairement par les troupes du roi de France, Louis XIII puis Louis XIV. Et à la fin du XVIIe siècle, Louis XIV rend ses duchés au duc Léopold de Lorraine, un tout jeune duc d'une vingtaine d'années, qui revient à Nancy avec sa jeune épouse, Élisabeth Charlotte d'Orléans, qui est la nièce de Louis XIV, la fille de Monsieur, frère du roi, et de la princesse Palatine. Jacob Sigisbert Adam s'est formé à Nancy auprès du sculpteur César Bagard, qui était sculpteur ordinaire du duc Charles IV de Lorraine, et il a ensuite démarré sa carrière en se spécialisant assez vite dans la réalisation de petites terres cuites d'amateurs. Il réalise de grandes scénographies de tables tout d'abord, réalisées pour l'hôtel de ville de Nancy, qui offre chaque année un grand banquet, un grand festin pour le duc de Lorraine, sur lequel il répartit des moulins, des châteaux, des fontaines au milieu des tables, donc l'ensemble devait être assez extraordinaire. Cet ensemble le fait remarquer par le duc Léopold, qui va le faire travailler pour la cour de Lorraine. Il réalise alors des Bethléem, des petites crèches dédiées aux princes et princesses de la maison de Lorraine, qui ne sont pas si petites que ça, car elles remplissent parfois des pièces entières, avec là encore des scénographies assez exceptionnelles, et puis un bassin pour le parc du château de Lunéville, qui a aujourd'hui disparu.
Alors cette vitrine présente un ensemble de petits bustes en terre cuite qui ont été réalisés par Jacob Sigisbert Adam, qui représentent donc le duc Léopold de Lorraine, de retour dans ses duchés lorrains à la toute fin du XVIIe siècle, son épouse Élisabeth Charlotte d'Orléans, plusieurs versions de bustes de Léopold, ici à gauche et à droite, deux bustes de son père, le duc Charles V de Lorraine, qui est le seul à ne jamais avoir connu ces duchés et qui a combattu contre les Turcs, son parrain, l'empereur Léopold de Habsbourg. L'étude de ces bustes et leur restauration menée lors de la préparation de l'exposition a permis de se rendre compte que certains avaient été estampés. Et c'est donc une production réalisée un petit peu en série à partir de moules pour diffuser plus largement ces portraits du souverain. Alors ils sont immédiatement reconnaissables et il ne s'agit pas du tout de portraits idéalisés. On remarque ici les traits quasi poupins du couple ducal et à l'inverse, avec ce grand buste réalisé 20 ans plus tard du duc Léopold, des traits immédiatement reconnaissables et pas très à la faveur du duc Léopold, avec ce nez particulièrement marqué, ce menton très prognate qui est emblématique de la famille de Lorraine et de la famille de Habsbourg, cette lèvre inférieure très lipeuse et protubérante, donc on reconnaît immédiatement le duc Léopold qui n'est pas très gâté par le sculpteur. Et puis sur la cuirasse, de la même manière, sont placés les emblèmes permettant d'identifier immédiatement le personnage avec le double L de Léopold, la croix de Lorraine, la croix de Jérusalem et le collier de la toison d'or qui vient rappeler ses liens étroits avec l'empereur. Alors Jacob Sigisbert Adam va avoir trois fils sculpteurs qui vont tous les trois faire de grandes carrières, Lambert Sigisbert, Nicolas Sébastien et François Gaspard, qui naissent tous les trois à Nancy et qui partent ensuite poursuivre leur carrière en France, en Allemagne et en Italie. Les trois frères vont partir d'abord à Rome. Alors voilà Lambert Sigisbert Adam juste derrière moi qui va obtenir un brevet pour partir à l'Académie de France à Rome, que nous connaissons tous aujourd'hui comme la Villa Médicis, mais qui à cette époque se trouvait au Palais Mancini sur le Corso dans le centre-ville de Rome. La formation des sculpteurs à l'Académie de France à Rome est donc payée par le roi depuis la fondation de l'Académie par Louis XIV au XVIIe siècle et en théorie les pensionnaires ne peuvent pas travailler pour des clients extérieurs. Alors on va voir tout de suite une exception arriver ici avec Lambert Sigisbert qui rencontre le cardinal Melchior de Polignac qui est l'ambassadeur de France auprès du pape. Melchior de Polignac repère immédiatement le talent de Lambert Sigisbert et très vraisemblablement, même si on ne l'a pas dit à l'époque, c'est lui qui va lui commander ses deux premiers chefs-d'œuvre qui sont ces deux bustes représentant Neptune, dieu de la mer, et son épouse Amphitrite. Ces deux bustes sont un prêt exceptionnel du château de Potsdam puisqu'ils sont dans la galerie du château de Sans Souci d'où ils ne sortent jamais et ils sont vraiment spectaculaires et montrent évidemment toute l'inspiration berninienne de Lambert Sigisbert. Vous voyez ici cette figure de Neptune extrêmement sévère avec ce jeu sur les matériaux, la barbe mouillée de Neptune avec ce mouvement ondulé sur le torse, le traitement des roseaux ici et des feuilles beaucoup plus lisses sur le crâne, ce grand drapé autour du buste et ce regard tourné vers son épouse Amphitrite avec là encore un jeu assez virtuose sur le marbre hein, où le sculpteur va venir le percer à jour un petit peu partout en laissant des interstices d'une fragilité inouïe. On le voit très bien dans les mèches de cheveux d'Amphitrite et puis évidemment dans cette magnifique chevelure avec ses coraux et cette coquille sur le haut du crâne. Donc tout montre à travers le traitement de ces deux bustes évidemment l'enjeu du travail de Lambert Sigisbert d'égaler la nature, de surpasser le Bernin et de pousser au maximum le travail du marbre à son paroxysme.
C'est vraisemblablement grâce au cardinal de Polignac que Lambert Sigisbert Adam va être remarqué par le pape Clément XII Corsini. Lors d'un premier chantier, il est associé au concours de la fontaine de Trévi qui va être édifié à ce moment-là à Rome. Lambert Sigisbert propose un projet dont nous avons conservé un dessin qui est aujourd'hui à Londres. Et ce sont finalement les Italiens qui remportent le concours, mais il va quand même pouvoir réaliser une œuvre pour le pape qui commande à ce moment-là la chapelle Corsini, la chapelle de sa famille, dans la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. Alors ce sont tous les grands sculpteurs romains de l'époque qui participent à ce chantier d'exception et parmi eux se trouve une exception, Lambert Sigisbert qui va réaliser un bas-relief en marbre qui se trouve toujours aujourd'hui dans la chapelle Corsini à Saint-Jean de Latran et dont le musée des Beaux-Arts de Nancy a la chance de conserver ce modèle préparatoire en terre cuite qui représente l'ancêtre du pape, Saint André Corsini, un moine du XIVe siècle à qui on vient de proposer de devenir évêque de Fiesole. Le saint, par humilité, se juge indigne de cette charge, se réfugie dans une chartreuse que vous voyez ici, et la Vierge lui apparaît pour le convaincre d'accepter cette charge. On voit qu'elle est en train de lui remettre la crosse et la mitre, alors que font irruption à l'arrière-plan les habitants de Fiesole à la recherche de leur nouvel évêque, qui sont conduits par ce petit enfant qui les dirige vers le saint. Alors évidemment, pour la famille Corsini, c'est particulièrement prestigieux de pouvoir avoir un saint et un pape dans la famille, donc on n'hésite pas à le mettre particulièrement ici en avant sur ce relief qui est signé ici Lambert Sigisbert Adam. Lambert Sigisbert se trouve à Rome dans une période d'effervescence de fouilles. On exhume de nombreuses sculptures antiques, notamment le cardinal de Polignac qui fait lui-même réaliser des fouilles pour obtenir des fragments de sculptures. Et ce qui est très intéressant dans l'exposition, c'est de voir qu'à l'époque, on n'hésite pas à restaurer abondamment ces fragments antiques. C'est le cas pour Lambert Sigisbert qui va restaurer tout un ensemble pour le cardinal de Polignac sur la thématique d'Achille caché parmi les filles de Lycomède. Alors la sculpture qui est juste derrière moi est l'une des seules à ne pas avoir été dérestaurée au XIXe siècle et à montrer ce travail de Lambert Sigisbert. À partir d'un torse antique qui se trouve vraisemblablement être plutôt un torse masculin d'ailleurs, il va réaliser cette figure extrêmement charmante de jeune fille à la sandale qui semble sortir du bain. Donc il recrée ex nihilo le visage, le haut du torse, les bras, la sandale et puis toute la partie basse avec les pieds et nous montre donc cette jeune fille qui est en train de remettre sa sandale, de se sécher les cheveux en tordant cette mèche qui là encore est complètement percée de trous. Il s'agit donc de l'une des seules à ne pas avoir été dérestaurée, à l'inverse des deux têtes qui sont présentées juste à côté, qui correspondaient au même ensemble et qui ont été séparées des fragments antiques auxquels elles avaient été associées par Lambert Sigisbert. Alors à ce moment-là, voyant que le sculpteur reçoit des commandes du pape, la surintendance des bâtiments commence à s'énerver et demande au directeur de l'Académie de France à Rome de faire rentrer immédiatement Lambert Sigisbert, car ce n'est pas, comme le dit le surintendant des bâtiments, pour servir les étrangers que le roi paye la formation des artistes à Rome. Donc Lambert Sigisbert, après 10 années extrêmement fructueuses, quitte la cité éternelle à grand regret. Il revient en France et il va donc intégrer l'Académie royale de sculpture. Pour rentrer à l'Académie, il faut présenter un morceau de réception qui montre toutes les capacités techniques de l'artiste. Et voilà son sublime morceau de réception que nous avons choisi évidemment pour affiche de l'exposition. Il s'agit d'un des prêts exceptionnels du musée du Louvre qui ne quitte jamais les salles du département des sculptures. Il représente Neptune calmant les flots après la tempête.
Alors il s'agit de montrer tout ce que maîtrise Lambert-Sigisbert. Vous avez d'abord évidemment la capacité de traiter la musculature avec tous les muscles saillants qui apparaissent sur cette sculpture de Neptune qui enjambe son fils Triton. Le mouvement d'ensemble de la composition avec ce trident dressé, alors là c'est vraiment un élément virtuose puisque cet élément est complètement à l'extérieur du bloc de marbre, donc évidemment d'une très très grande fragilité, de même que ce grand drapé à l'arrière qui s'éloigne complètement du personnage central, et puis ce jeu sur les matières avec les écailles de la queue de Triton, le coquillage à l'avant, les perles et le corail. Alors cette thématique de Neptune est très importante pour Lambert-Sigisbert, on l'a déjà vu pour les deux bustes du cardinal de Polignac, mais au même moment il réalise son œuvre la plus célèbre, le bassin de Neptune à Versailles, le plus grand groupe en plomb sans doute jamais réalisé à l'époque et qu'il va exécuter avec ses deux frères pour le service de Louis XV. La salle consacrée à Lambert-Sigisbert Adam est sans conteste la plus spectaculaire de toute l'exposition. Elle montre évidemment cet art extrêmement virtuose de l'artiste et puis surtout elle présente un certain nombre d'inédits d'œuvres que l'on découvre pour la première fois depuis le XVIIIe siècle. C'est le cas de ces 4 bustes absolument spectaculaires représentant les 4 éléments. Vous avez derrière moi le feu, la terre et puis de l'autre côté l'eau et l'air. Ces 4 éléments, assez étonnamment, ne sont pas une commande. Le sculpteur les a réalisés de son propre chef afin d'être ensuite vendus. Et ils sont absolument virtuoses. Ils représentent donc ces 4 éléments en jouant sur l'expressivité des bustes. Vous avez ici par exemple le feu dont le regard est extrêmement saisissant. La bouche est ouverte, on voit ses dents et sa langue, les flammes qui se mêlent aux boucles de cheveux avec la salamandre sur la tête. Il en est de même pour la terre où on a un très beau jeu sur les différentes rendus de matière avec la peau très lisse du buste, la peau du lion et tous les poils qui sont particulièrement dessinés par le sculpteur. Et ces 4 bustes, assez étonnamment, n'ont jamais été vendus. Alors c'est ça aussi ce que montre l'exposition et qui est absolument passionnant, c'est l'évolution du goût au XVIIIe siècle. Le style de Lambert-Sigisbert, néo-baroque, inspiré du Bernin, va complètement passer de mode dans les années 1740 et il va sortir des radars des commandes royales. Ces 4 bustes ne vont donc jamais être vendus, ce qui aujourd'hui nous paraît complètement extraordinaire. Ils vont être placés dans son catalogue de vente où il va essayer donc de proposer à tous les souverains européens ses œuvres, mais à sa mort ils se trouveront encore dans ce catalogue. Et il en est de même pour une autre sculpture que l'on aperçoit derrière, c'est ce buste de Louis XV qui n'est pas non plus une commande, que le sculpteur fait placer au château de Choisy et que Louis XV a détesté, sans doute de par cette dimension extrêmement baroque qui rappelle là encore le Louis XIV du Bernin, et le sculpteur a été pressé de venir rechercher son buste que le roi ne souhaitait plus voir dans le vestibule du château de Choisy. Voilà, donc on voit toute l'évolution également de la sculpture au XVIIIe siècle avec ces sculpteurs qui vont se retrouver complètement en décalage avec le goût de leurs contemporains. Le troisième frère, François Gaspard Adam, après sa formation à Rome, va être employé comme premier sculpteur du roi Frédéric II de Prusse. Alors Frédéric II est un grand francophile, en tout cas d'un point de vue artistique, puisque politiquement ça va être plus compliqué, mais il va évidemment vouloir rassembler un certain nombre de chefs-d'œuvre français dans sa résidence de Sans Souci, qui est reproduite juste derrière moi, donc ce très beau château de Potsdam, non loin de Berlin, qui devient un petit peu son Versailles prussien. Et il va recevoir des sculptures en cadeau diplomatique venant de Louis XV, 2 magnifiques groupes, notamment de Lambert-Sigisbert, qui représentent la chasse et la pêche. Et François Gaspard Adam va être chargé de compléter cet ensemble pour orner le grand bassin du château de Sans Souci que vous voyez juste derrière. Alors il sculpte différentes divinités et notamment Mars et Minerve qui se trouvent derrière moi, les originaux qui ont été mis à l'abri au XXe siècle à Potsdam,
qui représente un épisode assez savoureux de la guerre de Troie, où les deux divinités sont donc opposées. Mars soutient les Troyens et Minerve les Achéens. Alors Mars est en train de décocher un javelot qu'il porte dans sa main contre Minerve, qui le voit avec son regard tourné vers lui et qui de la même manière est en train de déceler du sol une énorme borne qu'elle s'apprête à balancer sur son ennemi pour le faire tomber. Donc c'est presque une bagarre d'enfants qu'on voit ici avec ces deux divinités qui sont représentées chacun avec leur animal fétiche. Vous avez le loup de Mars ici à droite et puis la petite chouette de Minerve qui apparaît à l'arrière du piédestal. François Gaspard va compléter l'ensemble de la décoration, notamment en haut du parterre de Sans Souci, deux groupes. L'un représente Flore et Zéphyr, et le roi Frédéric II de Prusse va souhaiter se faire enterrer sous ce groupe. Il est donc inhumé sous une sculpture de la famille Adam. Alors Nicolas Sébastien Adam est le deuxième frère de cette fratrie de trois sculpteurs. On l'appelle Adam le cadet au XVIIIe siècle pour le différencier de son frère aîné. Il va aussi mener une très brillante carrière en parallèle de Lambert Sigisbert, travailler pour les bâtiments du roi, pour de grandes églises parisiennes, et c'est le cas pour l'église Saint-Paul-Saint-Louis dans le Marais, qui est l'église des Jésuites, qui nous a prêté extrêmement généreusement ce groupe représentant la religion instruisant l'Amérique. C'est la première fois que ce groupe en plâtre est décellé de son piédestal dans l'église parisienne. Elle représente donc cette femme représentant la religion qui porte la croix à la main et sur les genoux de laquelle vient prier ce petit Indien extrêmement touchant avec ses plumes sur la tête, ses boucles d'oreilles et son pagne. Alors évidemment cela vient rappeler la dimension missionnaire de l'église des Jésuites que signifie particulièrement bien cette iconographie qui était mise en pendant d'un autre groupe du sculpteur Vinache, beaucoup plus offensif, qui représentait la religion terrassant l'hérésie. Comme son frère aîné, Nicolas Sébastien va présenter sa candidature à l'Académie royale de sculpture, mais il va mettre plus de 20 ans à présenter son morceau de réception qui se trouve ici juste derrière moi, un prêt exceptionnel du musée du Louvre que nous sommes très heureux de réunir avec la version en terre cuite qui est conservée habituellement au musée Lorrain et qui elle a été réalisée 20 ans plus tôt. Et on voit toute l'évolution de la composition avec ici cette composition complètement frontale, le corps complètement en tension de Prométhée qui est attaché par ses chaînes, avec ses chaînes sculptées en marbre extrêmement fragile. Là encore, le sculpteur est tout aussi virtuose que son frère aîné. Et Prométhée qui est donc condamné par les dieux pour avoir donné le feu aux hommes. Il est condamné à avoir le foie dévoré chaque jour par un aigle et ce foie repousse toutes les nuits. Donc évidemment un supplice assez horrible qui est représenté dans toute son horreur par Nicolas Sébastien ici, avec ce visage hurlant de Prométhée qui a les cheveux complètement dans le vent ici. Donc de la même manière, Nicolas Sébastien montre qu'il maîtrise l'anatomie, le sens du mouvement, de la composition et le rendu des différentes matières. Mais lorsqu'il présente ce morceau de réception au Salon du Louvre dans les années 60, là encore Nicolas Sébastien est complètement en décalage avec le style néoclassique à la grecque qui s'est installé depuis les années 40 et le public a détesté cette œuvre. On a même dit exécrable Adam dans les comptes rendus de l'époque. Donc c'est dire encore une fois que le style avait complètement changé, quand bien même cette œuvre nous paraît aujourd'hui pour nous vraiment extrêmement spectaculaire. La sœur des trois frères Adam que nous venons de voir épouse Thomas Michel, ce qui donne ainsi naissance à la troisième génération que nous présentons dans l'exposition, elle aussi composée de trois frères. Le premier est Sigisbert François Michel,
qui va succéder à son oncle François Gaspard comme premier sculpteur de Frédéric II de Prusse et terminer une partie des œuvres de son oncle laissées inachevées. Alors c'est le cas par exemple pour ce buste, le buste du chancelier Samuel von Kokkejee, qui était le chancelier de Prusse, le ministre de la Justice qui a beaucoup réformé le droit en Prusse et qui est le premier à faire l'objet d'une sculpture en Prusse alors que les bustes et les statues étaient précédemment réservés aux souverains. Frédéric II commande donc ce buste pour la cour d'appel de Berlin, qui est commencée par François Gaspard et terminée par Sigisbert François Michel, et qui nous est prêté par le président de la cour d'appel de Berlin, dans le bureau duquel le buste est habituellement présenté. Mais très vite, Sigisbert François Michel va se brouiller avec Frédéric II de Prusse, qui lui reproche dans ses lettres en français sa fainéantise, sa paresse inouïe. Le sculpteur est furieux, il claque la porte, il rentre en France et il va se consacrer à la diffusion de nombreuses petites terres cuites qui sont présentées dans les salons à la mode et particulièrement appréciées par les collectionneurs de l'époque qui les achètent. La carrière du deuxième fils Michel est moins connue, Pierre-Joseph, qui va, comme son frère aîné, réaliser tout un ensemble de petites terres cuites d'amateurs qui sont particulièrement prisées par les collectionneurs. C'est le cas de ces deux jeunes femmes nues, allongées, qui étaient présentées sur des meubles dans les intérieurs des collectionneurs. On voit la première jeune femme qui est en train de lire une lettre, sans doute une lettre amoureuse, allongée sur un gros polochon. Et puis à droite, cette bacchante ivre qui est complètement renversée sur son rocher et son coussin. Elle a renversé au sol sa coupe et elle s'abandonne à l'ivresse du vin. Alors ces deux jeunes femmes évidemment représentent tout à fait le canon de Pierre-Joseph Michel, notamment ses coiffures assez reconnaissables avec ce bandeau sur le haut de la tête et ce chignon relevé, et puis celle-ci avec une chute de rein assez remarquable que le collectionneur devait particulièrement apprécier sur son bureau. Nous terminons l'exposition avec le dernier des trois frères Michel, Claude Michel dit Clodion, qui est aussi le plus célèbre membre de la famille, à qui le Louvre avait consacré une exposition en 1992, qui va lui aussi commencer sa carrière à Rome, où il va tout de suite obtenir une grande célébrité en produisant un certain nombre de petites terres cuites particulièrement appréciées par les amateurs. De retour en France, cette célébrité se poursuit et il va notamment réaliser cet ensemble assez savoureux de petits monuments animaliers réalisés pour un riche financier, Bergeret de Grandcourt, dont l'épouse aimait particulièrement les animaux. Et lorsque le petit bichon de Madame Bergeret vient à mourir, Ninette, on commande à Clodion un petit monument funéraire pour évidemment placer plutôt sur un bureau. Il ne s'agit pas d'une esquisse pour un monument de plus grande envergure. On a ici la première version de ce monument prêté par le musée Cognacq-Jay, où on voit le petit bichon encore vivant, allongé sur son gros coussin avec sa brioche sous la patte. Et puis juste à côté une seconde version plus pathétique, plus humoristique aussi, qui est quasiment une parodie de monuments funéraires humains. Le bichon cette fois-ci est allongé raide mort sur le coussin avec ses chaînes posées juste à côté. Au-dessus de lui, une urne funéraire duquel sort un immense drapé. À la place des Atlantes que l'on devrait trouver, vous avez deux bichons qui font le beau devant le spectateur et sous leurs pieds les torches de la vie qui sont renversées. Madame Bergeret avait également un petit serin, Fifi, pour poursuivre après Ninette. Et à la mort de Fifi, Clodion réalise également un autre cénotaphe où on voit le petit serin allongé sur le dos d'un autre oiseau qui semble l'emporter au ciel, alors qu'un troisième oiseau cadavérique représente la mort, tenant dans ses pattes le sablier et la faux. Donc évidemment, nous sommes assez heureux de pouvoir réunir ces trois monuments provenant du musée Cognacq-Jay, du musée Lorrain et du musée des Beaux-Arts de Besançon.
Derrière moi se trouve l'une des œuvres les plus surprenantes de l'art de Clodion. Elle représente le fleuve Scamandre desséché par les feux de Vulcain. Alors nous sommes encore dans l'épisode de la guerre de Troie. Le fleuve Scamandre est le fleuve de la ville de Troie et il est terrifié de voir Achille en train de massacrer tous les Troyens qui viennent rougir l'eau du fleuve de leur sang. Et il souhaite évidemment mettre fin à ce carnage. Il va donc tenter de noyer Achille sous ses eaux. À ce moment-là, Minerve appelle à l'aide Vulcain et lui demande de dessécher le fleuve. Alors c'est représenté de façon particulièrement symbolique et imagée. Le fleuve est représenté comme traditionnellement par un vieillard extrêmement musclé, un gouvernail sur lequel il est placé et une outre de laquelle se déverse de l'eau. Ici, l'outre s'est tarie, le gouvernail est posé au sol et le torse musclé du fleuve est en train de rentrer à l'intérieur de son ventre. La cage thoracique devient apparente, il est littéralement desséché par les feux du dieu Vulcain et il lève les bras au ciel dans ce geste extrêmement spectaculaire pour supplier les dieux de lui laisser la vie. Et alors on peut presque dire qu'il s'agit ici d'une allégorie du réchauffement climatique en voyant ici le soleil qui dessèche le fleuve Scamandre. Dans les dernières années du XVIIIe siècle, Clodion, qui est très introduit dans le milieu des financiers parisiens, va participer à l'ornementation de tous les hôtels particuliers qui sont en train d'être construits, notamment dans le Faubourg Saint-Germain, par l'architecte Alexandre Brongniart, qui est l'un de ses amis. Et pour l'hôtel de Bourbon-Condé, qui est construit par le prince de Condé, Louis-Joseph, pour sa jeune fille qui sort tout juste du couvent, il va réaliser tout un ensemble de reliefs pour la cour de l'hôtel de Bourbon-Condé qui existe toujours aujourd'hui non loin des Invalides. Au cours du XXe siècle, les 3 tympans qui ornaient la cour, identiques, ont été démontés et sont aujourd'hui répartis entre le Metropolitan Museum de New York, le musée du Louvre à Paris et le musée Lorrain à Nancy. C'est l'exemplaire que vous découvrez juste derrière moi, autour de cet œil de bœuf. Il représente des satyresses et des faunesses accompagnés de jeunes enfants qui sont en train de décorer donc ce tympan et qui accompagnaient d'autres reliefs représentant des cortèges d'enfants avec des panthères et des chèvres. Donc nous avons beaucoup de chance de pouvoir présenter ce relief grâce au projet de rénovation du musée Lorrain. Le relief a pu être démonté de son mur d'origine et il est donc présenté ici dans l'exposition en apothéose finale de l'art de Clodion. Alors l'exposition que nous venons de vous présenter est visitable jusqu'au 9 janvier ainsi que son pendant lunévillois avec toute une saison, comme je l'évoquais, consacrée à la sculpture lorraine du XVIIIe siècle et de nombreux événements dont je vous invite à retrouver toute la programmation sur le site du Musée des Beaux-Arts de Nancy. En complément de la visite, nous vous invitons à venir découvrir la façade de la Maison des Adams, qui fut la résidence de la famille, près de l'hôtel de ville. Vous voyez la façade juste derrière moi. Cette façade est sculptée par Jacob Sigisbert Adam en 1718, avec un grand relief que nous avons présenté en moulage dans l'exposition, qui représente les 4 parties du monde, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Au-dessus, la figure de la sculpture, qui vient évidemment représenter la profession de Jacob Sigisbert, et puis surmonte l'ensemble et les dieux de la mythologie, Mars, Minerve, Jupiter et Junon, qui viennent célébrer le statut et la réussite sociale de l'artiste. Cette façade a été très importante pour la préparation de l'exposition puisqu'elle est la seule œuvre que l'on puisse attribuer avec certitude à l'artiste et c'est par des comparaisons stylistiques avec la façade que nous avons pu reprendre les attributions de toutes les terres cuites présentées dans l'exposition. Alors
nous terminons cette visite à l'église Notre-Dame de Bon Secours, qui est l'un des joyaux de Nancy. Cette église construite, reconstruite par Stanislas et particulièrement par son architecte Emmanuel Héré. Lorsqu'il arrive à Nancy, Stanislas, qui ne fait pas partie de la maison de Lorraine, décide de se faire enterrer dans cette église de Bon Secours et donc d'en faire sa nécropole familiale. Son épouse, la reine Catherine Opalinska, est la première à décéder en 1747 et Stanislas commande au sculpteur Nicolas-Sébastien Adam, que nous avons vu tout à l'heure, le superbe monument funéraire que vous pouvez voir juste derrière moi. La composition est assez spectaculaire. Nicolas-Sébastien représente la reine agenouillée, ayant déposé au sol sa couronne et son sceptre, tandis que cet ange, qui est déjà en train de voler sur son nuage, lui montre avec ce geste très gracieux du doigt le chemin du ciel, avec cette grande dynamique ascensionnelle qui était renforcée par la pyramide, qui à l'époque était beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et l'ensemble s'agrémente de 2 médaillons, également réalisés par Nicolas-Sébastien Adam, qui représentent les vertus de la souveraine, la religion, ici à gauche, qui porte une croix, et la charité, à droite, qui nourrit plusieurs enfants. Alors, les monuments de l'église de Bon Secours ont été en partie détruits à la Révolution. Les marbres de Nicolas-Sébastien Adam ont été sauvegardés, heureusement, et transférés au muséum de la Visitation. Et c'est seulement sous la Restauration qu'ils ont été replacés dans l'église et qu'on a reconstruit l'ensemble du monument pour intégrer ces marbres blancs. Catherine Opalinska est donc la première à décéder et son mari, Stanislas, la suit dans la tombe en 1766. Il meurt à la suite d'un accident assez terrible au château de Lunéville. Il trébuche auprès de sa cheminée, sa robe de chambre prend feu et il va mourir des suites de ses blessures le 23 février 1766. C'est le sculpteur Vassé qui va être chargé de réaliser son monument funéraire qui est placé juste en face de celui de son épouse. Le monument est terminé par le comte. Stanislas est représenté allongé, vêtu à la polonaise, accompagné de 2 figures, la Lorraine à gauche et la Charité à droite. Et puis leur fille, Marie Lesinska, la reine de France, à sa mort, avait demandé à ce que son cœur repose auprès de ses parents dans cette église de Notre-Dame de Bon Secours. Et c'est ce petit monument que l'on découvre dans le cœur de l'église, où 2 petits angelots éplorés présentent le cœur de la souveraine autour de ce médaillon qui représente son profil. Et face à ce mausolée, un dernier monument, plus petit également, est le monument de Maximilien Ossolinski, le duc Ossolinski, donc un aristocrate polonais qui était venu en Lorraine avec Stanislas et qui était grand maître de la maison de Stanislas. Il est le seul à avoir l'autorisation à être inhumé dans l'église auprès de la famille royale. Et c'est également Nicolas-Sébastien Adam qui réalise ce petit cénotaphe où, de la même manière, 2 angelots sont en train d'entourer les armes du défunt, la couronne ducale, le blason de la famille Ossolinski avec cette hache que l'on voit particulièrement bien et les 2 colliers de l'ordre polonais de l'Aigle blanc et de l'ordre français du Saint-Esprit que le duc avait reçu des mains de Louis XV. Donc c'est véritablement la nécropole de la famille Lesinski que l'on peut ici découvrir dans cette église qui se trouve à la sortie de Nancy. À l'époque, elle était à la campagne, non loin du château de la Malgrange, qui était la résidence à Nancy de Stanislas et que nous vous invitons à venir découvrir pendant cette saison dédiée à la sculpture où l'église est ouverte les mercredis, samedis et dimanches après-midi de 14 h à 17 h. Nous vous donnons donc rendez-vous pour cette belle exposition et ce parcours de visite à découvrir à Nancy. À très bientôt donc en Lorraine.